Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une vidéo spoiler. Avant toute chose, je ne sais pas si la qualité de la vidéo va être correcte ou pas. Et en plus, je vous donne des informations qui ne sont pas chronologiques. Mais dans les derniers vlogs, je vous disais que mon téléphone avait pris un pet au niveau de l'écran et plus particulièrement au niveau de l'objectif de la caméra. Du coup j'avais testé de vlogger avec, il y avait un petit film mais c'était pas encore si pire, sauf que là j'ai essayé de filmer avec et vraiment ça rend pas bien du tout devant ma bibliothèque, donc j'ai pris mon ancien téléphone. J'espère de tout cœur que ça va bien rendre. Là en retour ça a pas l'air foufou mais bon on verra bien. Et puis tant pis, c'est tout. Et puis si ça rend pas très bien, bah c'est pas grave, la prochaine vidéo, je la tournerai avec mon ancien téléphone. On trouvera un angle qui n'est pas trop embêtant et puis voilà. Bref, comme je vous disais, aujourd'hui c'est une vidéo spoiler puisque aujourd'hui pour moi et hier pour vous sort le tome 3 de Défier la nuit de Brigitte Kemmerer, donc c'est Détruire le jour. Et je me disais que à l'occasion de la sortie du tome 3, ça pouvait être bien d'avoir un résumé spoilant du tome 2. Même pour moi, parce que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps, je crois que je l'ai lu début mai. Mais en fait je me suis repris le tome 2 là pour faire un petit peu des notes et vous donner un truc bien chronologique et avec pas mal de détails. Donc ça m'a fait beaucoup de bien et du coup ça m'a vraiment donné trop envie de lire le tome 3 prochainement. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui n'ont pas lu le tome 2 de Défier la nuit, surtout passez votre chemin parce que là je vais spoiler de A à Z tout ce qui se passe dans le tome 2. C'est le but de cette vidéo. Du coup, j'ai fait le topo, on perd pas de temps et on commence tout de suite. J'ai mes notes sur mes genoux, du coup je vais beaucoup regarder pour avoir justement la trame et pour pouvoir vous faire quelque chose de qualité, entre guillemets, on va dire. Du coup, on part avec la fin du tome 1. La fin du tome 1, c'est le roi, donc Aristan, qui va se diriger vers les rebelles pour essayer d'apaiser en fait la rébellion. Et Salister, donc un des consuls qui possède la fleur de lune, a été capturé et a été contraint de fournir de l'élixir pour le peuple pendant plusieurs semaines de façon gratuite. Donc il est apporté devant les rebelles et il va dire aux rebelles que voilà, il s'engage à le faire contre sa volonté, mais il s'engage à le faire. Du coup, ça va aplanir la rébellion et c'est comme ça que se terminait le tome 1. Le tome 2 va s'ouvrir sur un nouveau personnage qui est appelé le hors-la-loi, qui vient du secteur royal et qui part dans le secteur sauvage pour distribuer de l'or. Lui, il ne distribue pas de l'élixir, mais il va distribuer de l'or, toujours de façon anonyme, en laissant des pièces sur les rebords de fenêtres, dans les poches du linge qui sèche, ce genre de choses là. Vraiment il le fait par bonté d'âme et il essaye de ne pas se faire voir. Dans le premier chapitre, il va se faire voir par une jeune fille qui s'appelle Violette, qui le guette parce qu'elle a repéré son manège. Elle sait à peu près quand est-ce qu'il va passer dans la nuit, donc elle le guette pour essayer de le choper et discuter avec lui en fait. Du coup, il va se faire surnommer Renard. Ils vont discuter du fait que Tessa et Wes ne font plus la tournée parce que Wes, entre guillemets, c'est un mort et surtout il n'existait pas vraiment puisque c'est Coric, la justice du roi. Et Tessa, elle est plutôt au palais pour essayer de créer un élixir qui sera beaucoup plus performant. Et voilà, donc eux ils font plus du tout la tournée dans le secteur sauvage et ce nouveau personnage lui va le faire mais pour distribuer de l'or. On va basculer au château où là on est en plein conseil avec Aristan, avec Coric, Tessa, Loclan, donc le chef des rebelles, les consuls, Salister, tout ça, et on essaye d'avoir une conversation, un compromis qui va être passé par rapport à l'élixir et ça ne mène nulle part, c'est des conversations qui n'en finissent pas. Personne n'arrive à se mettre d'accord, la production c'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour entretenir la fleur de lune, tout ça, enfin bon bref,
C'est vraiment le conseil inutile. En plus, Salister se dédouane un petit peu de sa promesse puisque il dit qu'il n'y a pas assez de fleurs de lune pour produire de l'élixir pour pouvoir le fournir au secteur sauvage. Donc forcément, Loclan, ça l'énerve de fou et ça commence à monter et le conseil va être interrompu par l'arrivée d'un messager qui dit qu'il y a un navire qui a accosté et sur ce navire qui a l'étendard de Kandala, donc du coup du royaume dans lequel on se trouve, c'est censé être un émissaire qui vient d'Austriarie, donc c'est la contrée qui est en... Alors pas vraiment en guerre, mais qui est en conflit entre guillemets avec Kandala depuis des années et des années et des années et des années, qui n'ont plus du tout de contact l'un avec l'autre, et donc il y a un émissaire qui arrive. Tout le monde se dit pourquoi est-ce que Austriarie envoie un émissaire, et en fait on va se rendre compte que Ryan Blackmore, Ryan, je sais pas si c'est Ryan ou Ryan plutôt, est en fait le fils de l'émissaire que Kandala avait envoyé il y a 6 ans à Austriarie en termes d'émissaire justement, et là il va revenir à Kandala, sauf que c'est son fils qui est à la tête du navire, et voilà. Du coup le conseil est stoppé pour voir qu'est-ce qu'il veut, s'il a des mauvaises intentions ou de bonnes intentions, s'il a des nouvelles, est-ce que Austriarie peut venir en aide à Kandala au niveau de l'élixir, tout ça. Il va y avoir une petite enquête qui va être menée par rapport au bateau, par rapport au capitaine, à l'histoire qui va être donnée, et les gardes vont venir faire un rapport à Aristan en lui disant que le capitaine, son histoire, les cahiers de navigation, tout ça, tout a l'air clean, et donc visiblement il a un bon fond en fait, et il n'a pas de mauvaises intentions, bien au contraire. Du coup, en parallèle, on va voir Tessa qui va recevoir un billet de sa meilleure amie Carrie qui était présente. Je suis pas sûre qu'elle était présente au conseil, mais qui en fait est la chérie de Loclan, donc du chef des rebelles, et qui était très pote avec Tessa à la base. Donc elle lui envoie un message pour lui donner rendez-vous dans un salon de thé pour boire un chocolat et se retrouver. Du coup Tessa va y aller parce que c'est une de ses meilleures potes, et avec toute cette histoire, elles se sont un petit peu éloignées. Elle rejoint du coup Carrie là-bas, et c'est un petit peu un traquenard en fait, puisque Loclan va venir et va un petit peu accuser Tessa d'être passée de l'autre côté en fait, alors que elle, tout ce qu'elle veut, c'est justement pouvoir fournir de l'élixir à tout le monde sans distinction, et de façon beaucoup plus efficace et moindre en termes de coût de fleurs de lune. Donc il y a une petite conversation qui s'ensuit qui n'est pas terrible. Il y a un peu de menace de la part de Loclan, et en fait Tessa elle est venue toute seule à ce rendez-vous. Donc il la menace en lui disant que c'est dommage qu'elle soit venue sans garde, et Korik va arriver à ce moment-là puisque voilà, la sécurité de Tessa lui importe énormément, donc du coup il l'a suivie et il vient un petit peu en renfort. Du coup on se retrouve avec Korik et Loclan qui sont une nouvelle fois en confrontation, ça fait un petit peu des étincelles et puis finalement Loclan finit par partir. À ce moment-là, Carrie va s'en aller du coup, et Korik et Tessa se retrouvent tout seuls dans ce salon de thé. Il va y avoir quelqu'un qui va venir, qui va menacer Korik, qui va l'attaquer, et du coup il va se rebeller sans le tuer pour autant, mais en l'envoyant en prison parce que il a attaqué la justice du roi et c'est pas possible. Tessa elle commence à avoir un petit peu peur de Korik parce que il y a toute une partie violence qui est liée à la justice du roi. Elle sait qu'il déteste sa condition de justice du roi, mais d'un autre côté, elle sait qu'il est obligé de céder à la violence et à faire des choses horribles, et du coup ça lui fait un petit peu peur parce que là par exemple elle a vraiment cru qu'il allait tuer cet homme-là, ce qui engendre un climat pas terrible entre Korik et Tessa. Ensuite un banquet va être organisé avec Ryan, sa seconde en chef, le roi, Korik, Tessa, Loclan, tout ça, Salister, tout ça. Il va venir raconter un petit peu son histoire, dire que ça fait 6 ans que son père a été envoyé en tant qu'émissaire à Austriarie, que lui, il a repris le bateau parce que son père a été tué pendant la guerre pour accéder au pouvoir. En fait, il y a plusieurs îles à Austriarie, et il y a un roi qui a réussi à prendre
le pouvoir. Mais ce roi-là, par contre, son règne est menacé par Oren Khan qui veut monter sur le trône. Donc ce roi-là a réussi à créer une paix, mais avec la menace d'Oren Khan, c'est pas évident de maintenir la paix. Et en fait, Ryan, il arrive pour essayer de passer une alliance en fait, puisqu'ils ont énormément besoin d'acier et Kandala est capable de fournir de l'acier à Austriari, et en échange Austriari se porte garant de fournir de la fleur de lune, puisque eux, il y a beaucoup de fleurs de lune à Austriari, et donc voilà, il vient proposer justement un échange commercial. Il va y avoir beaucoup de parlotte et finalement va s'en suivre un accord plus ou moins. Aristan est d'accord pour envoyer une délégation à Austriari et Ryan est ok, mais il n'emmènera que 6 passagers puisque déjà en termes de place, de ravitaillement, tout ça, c'est mieux pour lui, et il veut pas que Kandala ait une présence trop supérieure par rapport à son équipage sur son bateau. Donc ce qui est décidé, c'est que Korik, Tessa, Loklan vont partir sur ce bateau avec 3 gardes pour les seconder, et parmi ces gardes il y a Rocco qui est un des gardes qui est spécifiquement nommé pour la surveillance du roi, et moi j'adore Rocco, il est trop bien, c'est un personnage vraiment trop top, et il est vraiment super loyal, et le roi décide quand même d'envoyer Rocco parce qu'il veut quelqu'un qu'il sait complètement loyal pour veiller sur Korik. Pendant qu'il y a tout ça qui se prépare, on va avoir un nouveau chapitre du point de vue de Renard qui va repartir distribuer de l'or dans le secteur sauvage, et c'est un peu une dernière fois parce qu'il sait que pendant plusieurs semaines il ne va pas pouvoir y aller. Il se fait choper plus ou moins par la garde royale, et en fait Violette va venir le sortir d'affaire, va trouver un stratagème pour qu'ils arrivent à échapper à la garde royale. Et globalement voilà, c'est à peu près tout, c'est vraiment juste pour poser le décor au niveau de Renard. Alors, de toute façon je vous spoil, donc je peux le dire tout de suite, moi je trouve que c'est cramé dès le début que Renard est en fait Aristan. Je trouve que c'est cramé. Surtout que là en plus, le fait qu'ils disent pendant plusieurs semaines je vais pas pouvoir venir, ça sous-entend que bah oui, puisque la justice du roi s'en va à Austriari, forcément je ne pourrai pas venir parce que ça va être trop dangereux, et le royaume est quand même au bord de la rébellion, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Bref. On va du coup embarquer sur le bateau de Ryan. C'est un peu tendu parce que Korik ne fait confiance à personne, surtout pas à Ryan, hein, vraiment pas. En plus il y a Loklan qui est sur le bateau aussi, donc forcément voilà, c'est pas évident. En plus Loklan va avoir une conversation avec Tessa encore une fois en lui disant qu'elle est manipulée, qu'elle a changé de camp, que Korik la prend sur le bateau non pas comme émissaire par rapport à l'élixir, mais juste pour passer du bon temps avec elle. Donc ça va créer un peu une tension supplémentaire entre Korik et Tessa, parce que même si elle n'y croit pas, ça sème le doute quand même dans son esprit. Globalement, le trajet va quand même se passer plutôt pas trop mal, même si c'est vrai que Korik est très énervant parce qu'il est toujours très tendu. En plus, il va tenter quelque chose par rapport à Tessa qui va la conforter dans l'idée qu'en fait il se sert d'elle pour son propre plaisir, ce qui n'est pas du tout le cas bien évidemment, c'est un petit quiproquo à ce moment-là. Mais sinon, à part ça, le voyage se passe quand même relativement bien au début. Il y a juste une pièce dans laquelle qui est fermée et qui intrigue énormément tout le monde. Parce que pourquoi cette pièce est fermée et pourquoi on refuse d'ouvrir cette pièce? Si c'est juste des armes, pourquoi est-ce qu'on refuse de leur montrer tout simplement? Donc il y a une sorte de mystère par rapport à qu'est-ce qui se trouve derrière cette porte. C'est ce qu'on va vouloir découvrir et c'est ce que Korik va être obsédé à découvrir. Pendant tout le trajet, Tessa va beaucoup se rapprocher de Ryan parce que c'est quelqu'un qui est quand même très sympathique, très avenant. Vraiment, il est super, même moi j'adore ce personnage. Et par contre, il va aussi rajouter de l'huile sur le feu dans la relation entre Tessa et Korik, puisqu'il va pas arrêter de lui dire qu'il est dangereux, lui demander tout le temps si elle se sent en sécurité, si elle n'a pas besoin d'aide. Il va toujours venir quand Korik est là pour essayer de la protéger. Donc ça va entretenir ce climat de... peut-être que en fait Korik il est vraiment dangereux, surtout que quand il y avait eu le truc dans le salon de thé, elle avait ressenti un petit peu de danger pour elle, et donc voilà, ça va vraiment entretenir ce climat là.
En parallèle à Kandala, Aristan va repartir du coup dans le secteur sauvage, mais cette fois-ci il ne va pas mettre de masque, même s'il se fait toujours passer pour renard, il ne met pas de masque. Et il a appris qu'il y aurait une réunion des rebelles en fait, il veut y assister pour voir un petit peu ce qui va se passer. Et en allant là-bas, il va déjà faire la connaissance d'un marchand qui vend des tartines je crois, et il va y avoir un petit peu de flirt entre les deux, et c'est trop mignon de voir Aristan qui arrive à se lier à quelqu'un, qui est ému, je crois qu'il va lui toucher la main et il va se dire oh, mais personne ne me touche jamais, et vraiment c'est trop mignon. Bref, il va du coup essayer d'en apprendre davantage, et il va se rendre compte qu'en fait il y a des gens du secteur royal qui sont attendus pour donner des nouvelles. On se rend compte que c'est le chef de la garde royale et un des consuls, je ne sais plus lequel, qui va venir et qui va venir dire que en fait le roi et le secteur royal ment, que en fait le voyage vers Austriari c'est en fait juste une manigance, que c'est pour éloigner Korik et le clan et se débarrasser d'eux. Du coup, Aristan est complètement choqué de voir justement des personnes du secteur royal venir répandre des mensonges, parce que c'est pas du tout ça, au contraire, lui il veut vraiment avoir une solution pour avoir plus d'élixir. Du coup, il va y avoir une petite bataille à ce moment-là, il va s'enfuir, il va se faire blesser, et le marchand qu'il avait vu, avec qui le courant était bien passé, il va se faire tuer devant ses yeux, ce qui va le traumatiser un petit peu. Il essaye de s'enfuir mais il est blessé, et il va décider de retourner auprès de Violette, puisque c'est une figure qu'il connaît dans le secteur sauvage, et il va demander à Violette d'aller chercher Kint au palais parce que il est trop blessé, il a besoin de soins, et ça va être bientôt le jour, c'est le roi qui est dans le secteur sauvage, donc vraiment c'est pas le fun. Et il va lui donner sa chevalière pour prouver que c'est bien le roi qui a besoin d'aide, et donc il dit à Violette que c'est le roi. Voilà, et elle va partir pour essayer de demander de l'aide. Le voyage va suivre son cours, et puis il va y avoir une partie de dagues et défis. Donc c'est un peu le jeu de la bouteille où on va demander à quelqu'un quelque chose, et il va devoir faire un défi pour obtenir cette chose. Donc à un moment donné, bien évidemment, il va y avoir Korik et Ryan qui vont s'affronter. Korik demande bien évidemment à aller voir ce qui se cache dans la pièce qui est fermée à clé. Et donc ils s'affrontent à qui arrivera le plus vite en haut du mât. C'est Ryan qui va gagner, un peu in extremis. Pendant l'ascension, il va même s'arrêter pour aider Korik qui est un petit peu mal en point en fait à certains moments à cause du vent, tout ça, mais c'est quand même Ryan qui va gagner. En arrivant en haut, il constate qu'il y a des navires qui les suivent un petit peu au loin, et pour lui ce sont des navires de Kandala, et donc il pète un peu un plomb en disant à Korik que voilà, il y a des navires qui les suivent, ce n'est pas normal, c'est une force qui peut les décimer. Enfin vraiment il le prend très mal, et Korik n'arrête pas de lui dire mais moi je ne suis pas au courant, et mon frère est vraiment sincère dans la démarche, donc il y a un problème, c'est pas possible, c'est pas ça. Mais ils sont encore trop loin, donc c'est tout, le voyage va continuer. S'ensuit un petit moment tout mignon, tout câlin entre Korik et Tessa, où ils vont vraiment se rapprocher, essayer de mettre à plat les ressentis des uns et des autres. Il va y avoir un petit bisou trop mignon, ils vont se dire qu'ils s'aiment, donc là c'est vraiment le petit côté mignon. Tout tranquille, tout sage, ils vont dormir ensemble, mais ils vont juste dormir ensemble. Et par contre, ils vont reparler de cette fameuse pièce fermée. Ils vont se mettre d'accord, et c'est finalement Tessa qui va aller ouvrir cette porte, puisqu'elle a les capacités pour. Et en plus, comme Ryan l'aime bien, ça passerait beaucoup mieux si elle se fait choper. Ça devrait aller. En parallèle, on va avoir Aristan du coup qui va être rejoint par Kint, qui va essayer de le ramener au château, sauf qu'ils vont se rendre compte que le château, le secteur royal a été pris totalement d'assaut de l'intérieur, et qu'il n'est plus du tout en sécurité là-bas. Donc ils vont repartir avec quelques gardes, avec 2 gardes d'ailleurs,
de confiance, mais sinon ils se font poursuivre. Donc vraiment on est dans une situation très compliquée, surtout que Aristan est toujours blessé. Ils repartent dans le secteur sauvage et finalement ils vont aller voir Carrie pour essayer de soigner Aristan. Elle va y accéder et en fait ils vont discuter et Carrie va vraiment se rendre compte que effectivement Aristan est sincère dans sa volonté de donner pour son peuple. C'est juste que la situation est tellement étriquée et tellement compliquée avec les consuls, tout ça qu'il est un peu pieds et poings liés et du coup c'est compliqué pour lui, mais il n'a que de bonnes intentions. Donc elle va l'aider à essayer de rejoindre du coup la rébellion pour pouvoir parler à son peuple en fait, tout simplement. Sur le bateau, Tessa elle va aller fracturer du coup la porte qui mène vers la pièce fermée et elle va découvrir la fille d'Oren Kran. Donc Oren Kran c'est celui qui veut prendre le pouvoir à Ostriari et elle est complètement groggy, elle est toute maigre, elle est sale, elle est un peu hystérique et elle tousse énormément. Donc Tessa elle pense qu'elle a contracté la fièvre. Va s'en suivre forcément un combat parce que Ryan voulait vraiment garder la présence de Bella, donc la fille d'Oren Kran, dans son bateau secrète en fait. Donc Tessa va se faire capturer ainsi que tous les autres membres de Grandala en fait, et il y a un des gardes qui se fait tuer. Donc Tessa elle est archi choquée parce qu'en plus c'est un des gardes qu'elle avait bien aimé parce que il venait sur ce bateau, c'était un peu une mission facile entre guillemets pour pouvoir avoir plus de sous pour son bébé qui allait arriver. Sa femme avait vraiment peur de le laisser partir et tout, et donc elle est un peu traumatisée qu'il soit mort en fait parce que son histoire personnelle à lui l'avait énormément touchée. Donc voilà, ils se font tous ligoter à des mâts, y compris Bella, et c'est là qu'ils vont un peu discuter. Tessa, elle va confronter un peu Ryan en lui disant qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, en lui disant que de toute façon, en fait, finalement, c'est lui qui avait menti et qu'il voulait juste capturer Korik pour demander une rançon. Ryan lui dit que non, il n'a pas menti, que c'était pas du tout son intention, mais que maintenant, du coup, au vu de ce qui s'est passé, forcément, il va être obligé de demander une rançon. Et Bella va lâcher la bombe, c'est que Ryan n'est pas celui qu'il prétend être. Il n'est pas envoyé par le roi de Ostriari, c'est le roi d'Ostriari. Va s'en suivre l'attaque des navires de Kandala qui étaient envoyés, mais pas par Aristan. Du coup, ils vont réussir à en réchapper, mais avec quelques pertes au niveau de l'équipage de Ryan, qui s'appelle vraiment Ryan, mais pas Blackmore du coup, bref. Et je crois qu'il y a le deuxième garde qui se fait tuer aussi, puisque à la fin il me semble qu'il ne reste que Rocco. Donc voilà. Et pendant cette bataille-là, Loclan va libérer un petit peu Tessa, Korik et tout, et Korik va aider Ryan justement à la barre, à tout ça, pour essayer de s'enfuir en fait de cette attaque. Ce qui va, alors, pas faire la paix entre les deux, mais au moins ils sont plus attachés, ils sont plus prisonniers et ils essayent en fait de discuter. Ryan va avouer du coup un petit peu toute la vérité à Korik, va lui dire qu'il a pris la place du fils de l'émissaire qui s'est fait tuer, mais qu'il s'appelle vraiment Ryan, que c'est vraiment le chef, qu'il a vraiment besoin d'acier, que la paix est vraiment précaire à Ostriari et que Oren Kran est vraiment un fléau. C'est pour ça en fait qu'il a capturé sa fille, pour être sûr d'avoir une traversée tranquille, puisque comme sa fille est sur le navire, le père évitera de couler le navire en fait, tout simplement pour éviter de tuer sa fille. Et on va avoir la grosse révélation, c'est que en fait la fleur de lune c'est ce qui permet d'empoisonner les gens, enfin en tout cas la tige, et de générer de la fièvre et de la toux. Donc globalement là on se rend compte qu'il y a quelqu'un à Kandala qui est en train d'empoisonner un peu tout le monde. Et par contre les pétales de la fleur de lune sont effectivement un antidote, mais pour avoir besoin de l'antidote c'est parce que quelqu'un empoisonne en fait tout le monde de base. Donc Korik tombe des nues, il se dit il faut absolument que j'en parle à Tessa, sauf qu'elle n'est pas là à ce moment là, et il se dit mais mince, qui dans le secteur royal du coup qui empoisonne les gens en fait? Est-ce que c'est pour un côté financier, parce que comme ça fournir de la fleur de lune ça permet de gagner de l'argent, et donc on empoisonne les gens pour qu'ils aient besoin de la fleur, et donc c'est un cercle vicieux. Est-ce que c'est pour une toute autre raison? Et en prime, Korik va apprendre que son frère a subi une tentative d'assassinat quand il était jeune par rapport à un des consuls. Donc voilà, c'est le fun total. Bref,
On est en vue des côtes d'Austriarie, puisque bah voilà le voyage se poursuit. Et là il va y avoir une attaque d'Oren Kran. Et dans la mêlée, Lochlan et Korik vont passer par-dessus bord et ne vont pas être retrouvés. Tessa et Rocco vont rester sur le navire avec Ryan qui leur dit que le lendemain ils vont arriver à la capitale d'Austriarie. Tessa elle est complètement chamboulée par la disparition de Korik et elle va demander à Rocco, une fois qu'ils auront accosté, de l'entraîner parce que elle veut pouvoir se défendre, elle veut pouvoir en rendre coup pour coup parce que là c'est trop. Du coup, voilà comment ça se finit du point de vue de Tessa. Ensuite, on va avoir le point de vue de Aristan qui lui, du coup, est face à son peuple puisque Carrie l'a emmené face au peuple, face à la rébellion, où il va mettre carte sur table. Il va dire voilà ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe au niveau du secteur royal. Non, je ne vous ai pas menti. Mais il faut qu'on reprenne le secteur royal. Je suis derrière vous, je suis là pour vous. La rébellion va lui dire bah oui, donc du coup tu veux qu'on se batte pour toi sans te mouiller. Et il leur dit non, vous allez être derrière moi parce que c'est moi qui vais entre guillemets vous montrer le chemin quoi. Donc trop cool, moi franchement ça me donne trop envie parce que le fait que le roi se mouille, le roi aille vers son peuple un peu démuni parce qu'il a que 2 gardes derrière lui et que potentiellement il pourrait se faire assassiner. Je trouve ça franchement trop bien. Mais bon, bref, on verra dans le tome 3. Et du coup, le dernier chapitre, c'est sur le point de vue de Korik qui en fait est échoué sur une plage de sable avec Lochlan. Il se réveille et Lochlan va l'appeler Wes parce qu'en fait ils sont cernés par Oren Kran et sa clique et du coup Lochlan gentiment, alors qu'il y a toujours du ressentiment entre les deux, même si le voyage ça a permis d'aplanir un petit peu les angles on va dire, du coup Korik va comprendre qu'il faut absolument pas qu'ils disent qu'il s'appelle Korik parce que sinon ils vont savoir que c'est le prince et donc potentiellement ça peut être compliqué pour lui, et donc il va répondre à Oren Kran qui n'arrête pas de lui demander comment il s'appelle, qu'il s'appelle Weston Lark et voilà, ça finit comme ça. Donc globalement j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer puisque là on a vraiment 3 points de vue qui sont vraiment disséminés, Korik d'un côté, Tessa de l'autre et Aristan de l'autre. Tous les points de vue me font très envie, j'espère juste que le tome 3 ne commencera pas très lentement et que ça s'enchaînera après un petit peu plus rapidement parce que c'est ce qui s'est passé pour le tome 1 et c'est ce qui s'est passé aussi pour le tome 2 pour moi, même si ça a été un peu plus rapide pour le tome 2. Bref, encore une fois, c'est une vidéo beaucoup trop longue. Mes 35 minutes, c'est un petit peu moins que d'habitude, donc c'est pas plus mal. Mais ça me fait quand même beaucoup de boulot au niveau du montage, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à vous remettre en mémoire un petit peu tout ce qui se passe dans le tome 2 de Défier la nuit, et j'espère que ça vous aidera à raccrocher les wagons tout de suite pour la lecture du tome 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé, si vous voulez d'autres vidéos spoilers. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus régulièrement, mais c'est vrai que c'est beaucoup de taf parce que je ne prends pas de notes en fait quand je lis quelque chose, et forcément après je suis obligée de reprendre tout le livre, de le relire un peu vite fait en diagonale pour reprendre des notes et vous faire quelque chose d'à peu près structuré sans oublier trop de détails. Donc voilà, c'est beaucoup de boulot, mais j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos. N'hésitez pas à me dire du coup si ça vous intéresse que j'en fasse un petit peu plus. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle lecture et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!